Depuis les attentats de 2015, on publie chaque mois de nouveaux bouquins sur la montée de l'islamisme. Ce mois-ci, c'est le Chaudron français, une enquête sur la ville de Lunel, d'où en 2014, une vingtaine d'islamistes est partie combattre avec Daesh en Syrie. Il y avait Karim, 28 ans, patron d'un café, et Hamza, 19 ans, fils de l'un des anciens présidents de la mosquée de Lunel. Pourtant, dès 2002, un collectif d'enseignants tirait le signal d'alarme. Leur livre intitulé « Les territoires perdus de la République » dénonçait la montée de l'islam radical dans les collèges et les lycées. À l'époque, très peu de journalistes ont parlé de ce livre. Pas vraiment de la censure, juste le noble souci de ne pas stigmatiser les musulmans et la sempiternelle crainte de faire le jeu du Front National. 2 ans plus tard, en 2004, un inspecteur général de l'éducation nationale tirait à nouveau le signal d'alarme. Jean-Pierre Robin confirmait que dans certains établissements, une partie des élèves musulmans rejetaient la République. Je dirais, c'est un mot que je vais réutiliser, de sécession d'une partie de la jeunesse scolarisée par rapport à la République et par rapport à l'appartenance à la nation française. Malgré ce constat alarmant, François Fillon, alors ministre de l'Éducation, refusa de publier le rapport. D'abord, pour ne pas compliquer la rentrée scolaire, alors qu'en 2004, on venait d'interdire le voile à l'école. Ensuite, pour ne pas compliquer les négociations en cours avec des islamistes qui détenaient des otages français en Irak. Le message qui a été envoyé, je pense, aux ravisseurs des 2 journalistes français, c'est d'abord celui-là, c'est celui de l'unité de tous les Français et notamment de ceux qui sont d'origine musulmane. Forcément, cette politique d'apaisement a pris fin après les attentats de 2015 commis par des Français. Sauf que pendant 10 ans, l'islam radical a gagné du terrain. Je suis de Paris 19e, tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. C'est moi, Abou Abdellah. Les centaines de Français partis combattre en Syrie ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Selon un sondage de l'Institut Montaigne, 28% des Français musulmans placent le Coran au-dessus des lois de la République. Et dans la nouvelle génération, celle des moins de 25 ans, 50% contestent les valeurs de la République au nom de l'islam. Alors difficile aujourd'hui de fermer les yeux sur ce qui nous attend. Selon Lord Evans, ancien patron des services secrets britanniques, le combat contre l'islamisme devrait durer encore 30 ans, le temps d'une génération. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Jean-Michel de Cugis, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Parisien et vous publiez avec Marc Le Plongeon le Chaudron français chez Grasset. Bienvenue parmi nous. Alors, Jean-Michel, pendant des mois, vous avez enquêté à Lunel, dans l'Hérault, une petite ville devenue un foyer de djihadistes. Ici, la voie. Oui. Thierry, voulez-vous nous situer très précisément Lunel sur une carte de France? Lunel, je connais Lunel. C'est entre Nîmes et Montpellier. Exactement. Alors, entre novembre 2013 et décembre 2014, 20 jeunes sont partis de Lunel pour la Syrie ou pour l'Irak, d'où le surnom de Molenbeek français. Dès les années 90, certains Lunélois, dites-vous, étaient plus palestiniens que les Palestiniens. Ils proféraient sans cesse des propos de haine contre les Juifs. Oui, ça c'est des interceptions téléphoniques qu'ont pu faire les services de renseignement qui sont dans le dossier d'instruction et qui apparaissent. On voit qu'on entend, on peut lire des horreurs à la fois sur les Juifs, mais aussi sur les Français. Alors, l'explication par le chômage et la pauvreté ne marche pas, parce qu'il y a aussi parmi eux des adolescents qui sont très éduqués, très instruits. Alors, il y a un facteur d'explication, en fait. La pauvreté en est un. Parce que Lunel est une des villes, quand même, les plus pauvres, il ne faut pas l'oublier, une des 12 villes les plus pauvres. Il y a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc ce n'est pas rien. Il y a un taux de chômage chez les jeunes qui est 4 fois supérieur à la moyenne nationale, 2 fois supérieur pour les adultes. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, effectivement, vous avez le cas de Raphaël Lamarre, qui est le plus connu, qui est de confession juive, de bonne famille, élève ingénieur, 24 ans, guitariste, beau mec, et qui va se laisser embrigader, mais parce qu'il est ami et très proche d'un on va dire, des menteurs de la bande. Parce que c'est une bande de copains. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a Internet, mais il y a la mosquée, mais il y a aussi, on se monte le bourrichon ensemble, et on a aussi des grandes idées, parce que Raphaël, c'est quelqu'un qui a des idées humanistes, et qui part là-bas par humanisme. Et c'est ça qui fait peur.
Alors, le maire de la ville a mis beaucoup de temps à vous répondre. Il a fini par vous dire qu'il a laissé faire. Il a laissé faire en jouant la carte mais il n'est pas le seul, hein, parce que, encore une fois, Lunel, c'est l'histoire, c'est le symbole d'une faillite française. Grandi à je suis né Lunel. là-bas, j'ai été à l'école là-bas, et j'ai cessé de travailler sur cette ville en faisant des documentaires, ou même un reportage pour Le Figaro en 95, qui était la une du Figaro, et c'était Lunel ou la France à l'envers. Et je tirais la sonnette d'alarme sur un certain nombre de réalités, à la fois de la précarité dans laquelle étaient les gens, mais aussi la ghettoisation, le communautarisme, le repli sur soi et les débuts de la radicalisation, parce que ce que apporte notre livre, c'est des documents aussi confidentiels qui révèlent que depuis 20 ans, il y a une poche de radicalisation autour de cette mosquée qui a été d'abord une salle de prière, une salle de devenue prière une mosquée. Prise en main par le Tabligh. Voilà, l'établir. Mais, si vous voulez, il y a des imams qui ont été expulsés, 2 imams qui ont été expulsés au moment des attentats de 95, donc ça remonte à 22 ans, et qui sont revenus en France. Et on en retrouve un qui prêche dans la mosquée El Baraka au moment des départs en 2013-2014. La France, évidemment, dites-vous, a fermé les yeux, parce que pire que le djihad, il y a la peur de l'amalgame et de l'islamophobie. En fait, c'est pour ça que personne n'a rien dit pendant toutes ces années. À un moment, si vous voulez, il y a le Front National qui est monté très vite à Lunel. C'est une des premières villes où, en 83, vous avez des élus au conseil municipal. Et c'est la gauche qui est au pouvoir à cette époque, le Parti socialiste. Et c'est vrai que le Parti socialiste est pris en tenaille entre un FN qui monte et une communauté musulmane de plus en plus revendicative. Eh bien, moi, je dis qu'il y a eu une grosse responsabilité des pouvoirs publics. En l'occurrence, là, c'était le Parti socialiste. La droite n'a pas fait mieux ensuite. Mais on s'est assis, effectivement, sur un certain nombre de principes et de valeurs. On n'a pas su créer une représentation politique de jeunes qui auraient pu émerger, parce que moi j'ai connu des jeunes, M. Plenel a dû les connaître aussi, des gens issus de l'immigration qui militaient dans les partis politiques, c'est la première génération, qui avaient une vraie conscience politique et qui ont été complètement anéantis. Ensuite, il y a eu le repli. Edwy Plenel, vous qui êtes tellement attaché à la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, comment expliquez-vous qu'on ait pu laisser se créer en France ces zones de non-droit ou des endroits comme Lunel, enfin, je veux dire, des endroits où finalement la République n'existe plus. Oui, mais je pense que la force de cette enquête, c'est pas de dire que c'est des zones de non-droit, c'est de dire c'est nous. C'est nous. C'est de montrer la complexité. Il faut combattre cette idéologie totalitaire, cette perdition, et on doit tous le documenter et comprendre ce danger. Mais une enquête de terrain comme celle-là, ce qu'elle montre, c'est que ça ne nous est pas extérieur. C'est pas des barbares venus de dehors. C'est notre jeunesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi ont-ils, c'est ce que vous disiez à l'instant, ont-ils renoncé? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de proposer un idéal à notre jeunesse. Comment dire un idéal quand aujourd'hui nous sommes quand même l'un des premiers marchands d'armes qui vend ses armes à l'Arabie Saoudite, qui est le foyer idéologique, financier, de propagande de cette idéologie-là? Est-ce que c'est pas facile, Edwy, quand même, de les disculper comme ça? C'est-à-dire, vous dites finalement, c'est pas de la faute des mômes qui nous assassinent à la Kalachnikov, c'est de notre faute à nous. C'est un peu facile parce qu'il y a des fils de pauvres en France, et j'en fais partie, qui n'ont pas attaqué les gens au Bataclan. Thierry, il y en a plein parmi nos compatriotes de confession musulmane, et c'est la majorité. Donc je suis bien d'accord, la responsabilité individuelle est là, les actes commis criminels sont là, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui ne veut pas dire excuser. Ce qui ne veut pas dire justifier. Mais non, Jean-Michel. Non, ce livre, c'est pour montrer, en fait, vous savez, 22 personnes qui sont parties, 22 Français, c'est 1% de la population de Lunel. C'est de Lunel le record européen, etc., et peut-être même international. Ils ne tombent pas du ciel, ces djihadistes. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils ne viennent pas de nulle part, ils sont français. Et ça renvoie plus à un problème franco-français qu'à un problème lié à l'islam. Ça s'inscrit dans une histoire. Moi, je parle, par exemple, d'une ratonnade. J'ai été témoin en 82. J'avais 17 ans. Je suis arrivé dans Lunel, c'était la fête votive. 3 heures du matin, la fin du bal. Et là, Lunel était barricadé partout et les gens chassaient l'arabe.
Je parle d'une anecdote dans le livre qui m'est chère, où vous avez le maître, qui est dans le livre, M. Grouvel, qui nous explique qu'un jeune issu de l'immigration va venir, etc., et qu'on doit bien l'accueillir et tout ça. Bon, ben, le lendemain, j'en faisais partie, cette image me reste, nous entourions ce gamin et nous lui avons lancé le goûter sur la figure. Voilà. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il était différent, parce qu'il est ça, mais parce qu'aussi, on était nourri d'un discours, d'une culture qui faisait que, visiblement, on n'avait pas envie d'accueillir ce gamin qui est venu. Et ensuite, j'ai retrouvé des copains de classe dans les ratonnades de 82. Et j'ai un copain de classe qui est responsable, et on a retrouvé ce jeune qui, ce jour-là, a été mis dans un feu. C'est le jour de la ratonnade. Il a été projeté, il avait 14 ans, il s'appelait Ali. Eh bien, il avait un t-shirt synthétique de football qui est resté, il a encore la marque aujourd'hui, qui a brûlé. Eh bien, ce jeune, on l'a mis au feu parce qu'on chassait l'arabe ce jour-là, on chassait le bico. Tout ça, ça laisse des traces. C'est tout ce qu'on dit, mais ça laisse des traces. Vous avez été confronté, quand vous étiez enfant, à Trappes, à des problèmes d'immigration, Sharon? Pas vraiment. J'ai été dans une famille assez isolée, entre guillemets. J'ai vécu à Trappes pendant de nombreuses années, mais j'allais à l'école à Montigny, dans une ville à côté. Oui, tous mes voisins étaient arabes, africains, antillais. Il y avait une grande solidarité. J'ai plutôt de bons souvenirs que de mauvais. En revanche, oui, les conditions étaient assez spartiates, assez rudimentaires, dans des immeubles à plusieurs étages qui étaient censés être détruits pendant un temps et qui sont toujours restés là. Et oui, il y a c'est pas très propre, il y a des odeurs, mais en même temps, voilà, il y a une humanité qui est différente aussi que dans d'autres villes. Et j'ai rien vu, j'en suis malade. Mon fils est parti au djihad. Et j'ai rien vu, j'en suis malade. Mon fils est parti au djihad. Jean-Michel de Cugis, merci d'avoir été avec nous.